On va rechercher avec les différentes missions qu'on appelle in situ, c'est-à-dire on atterrit à la surface de la planète Mars. On va rechercher des traces de vie, finalement en allant rechercher de la chimie. On va rechercher ce qu'on pourrait appeler des biosignatures, donc des signatures de vie au niveau moléculaire, au niveau de la chimie, du type de chimie qu'aurait pu laisser une forme de vie à la surface de Mars. Et sur Mars, on va rechercher plutôt des traces de vie passées. On sait qu'aujourd'hui, à la surface de Mars, les conditions ne sont pas favorables à ce qu'une vie présente puisse exister, en tout cas en surface. En sous-surface, c'est une autre question. Et donc, on va aller rechercher des traces d'une vie passée, à l'époque où Mars était beaucoup plus clémente, avait des conditions qui pourraient être compatibles avec la vie, en tout cas avec la vie telle qu'on la connaît sur Terre. Donc ces conditions, ce sont des températures qui sont suffisamment élevées pour permettre de l'eau liquide à la surface de la planète. Ce sont des conditions de pH, d'acidité qui sont relativement neutres pour permettre à la vie de se développer. Et ce sont des conditions qui sont également stables dans le temps. Il faut laisser le temps à la chimie de se développer et de devenir biologie en quelque sorte. Et toutes ces conditions doivent être complétées par une autre condition sine qua non pour que la vie puisse se développer, c'est la présence de matière organique, la présence de briques, de briques chimiques que la vie pourrait donc utiliser pour se former, pour se développer, pour se complexifier. Et donc ce sont ces briques chimiques du vivant qu'on va aller rechercher avec les missions in situ à la surface de Mars. On a plusieurs instruments qui vont être dédiés à la recherche chimique. Et sur Curiosity, l'instrument principal qui va nous permettre de rechercher directement ces molécules s'appelle SAM, c'est Sample Analysis at Mars, et donc analyse d'échantillons martiens. C'est un mini analyseur chimique qui va récolter des échantillons qui vont être déposés dans son corps par le bras articulé du rover. Et qui va chauffer cet échantillon, qui va le chauffer tellement fort qu'il va en relarguer tout ce qu'il contient. Et on a après un analyseur qui va nous permettre de regarder ce contenu chimique du sol et donc de regarder si des molécules organiques, des briques du vivant pourraient être présentes à cette surface. Et donc SAM c'est un des 10 instruments qui se trouvent sur Curiosity. Et il faut savoir qu'un instrument ne peut pas travailler seul. On parle d'une payload scientifique. La payload scientifique, c'est l'ensemble de tous les instruments d'une mission. Et c'est cette payload qui va permettre de faire des découvertes. Donc SAM arrive en bout de chaîne analytique, c'est-à-dire que tous les autres instruments d'analyse à distance, d'analyse minéralogique vont intervenir en premier. Et lorsque l'échantillon va nous paraître intéressant, on va l'analyser dans SAM. SAM prend beaucoup d'énergie, beaucoup de temps d'analyse, donc on veut être sûr que l'échantillon soit intéressant pour l'analyser dans SAM. Et grâce à l'ensemble de tous ces instruments qui se trouvent à bord de Curiosity et notamment de SAM, on a pu trouver que le cratère Gale dans lequel Curiosity est atterri était habitable il y a 4 milliards d'années. Habitable, c'est-à-dire qu'il réunissait toutes les conditions nécessaires pour que la vie puisse se développer. Donc ExoMars, effectivement, donc première mission de l'Agence spatiale européenne en collaboration avec Roscosmos et dont les instruments sont également en collaboration avec nos collègues américains de la NASA. Et sur ExoMars, on va également avoir une payload scientifique, une batterie de plusieurs instruments qui vont travailler de concert. Et un de ces instruments s'appelle MOMA, c'est le Mars Organic Molecule Analyzer. Et c'est un petit peu un SAM version améliorée. Alors, c'est pas très bien non plus de dire ça parce qu'il y a énormément de différences entre SAM et MOMA. Mais la finalité, elle est similaire. C'est aller rechercher des traces de molécules organiques et potentiellement des traces de biosignatures, donc des traces d'une forme de vie passée à la surface de Mars. MOMA a
des instruments qui vont être supplémentaires par rapport à SAM, qui va permettre d'analyser des molécules à plus haut poids moléculaire. Donc on va se retrouver dans des molécules plus type biologique à analyser que dans des bases chimiques qui peuvent être créées par recombinaison chimique dans des environnements qui ne contiennent pas la vie. Et un des gros points positifs d'ExoMars par rapport à Curiosity, c'est qu'ExoMars a la capacité de creuser à 2 mètres de profondeur dans le sol martien. Et à 2 mètres de profondeur, on pense que les molécules vont être potentiellement plus préservées qu'en surface. Curiosity creuse à quelques centimètres de profondeur. ExoMars va creuser jusqu'à 2 mètres et analyser les échantillons tous les 50 cm. Donc on aura 4 échantillons à 50 cm, à 1 mètre, 1 mètre 50 et 2 mètres dans le sol martien. Et donc à 2 mètres, on espère que la quantité et la variété des molécules organiques, on peut s'attendre à ce que la quantité et la variété des molécules organiques soient plus importantes qu'en surface, puisqu'en surface, étant donné que Mars n'a plus d'atmosphère, on a des rayonnements ionisants et des rayonnements ultraviolets qui vont stériliser la surface. Quand on est à 2 mètres de profondeur, on est beaucoup plus protégé et donc on va aller rechercher des traces de molécules organiques dans Mars ancien à 2 mètres de profondeur. Un avantage de SuperCam par rapport à ces analyseurs chimiques dont on parlait, c'est que SuperCam va pouvoir analyser les roches à distance. Donc il est composé à la fois d'un laser qui va tirer sur les roches, les chauffer jusqu'à plusieurs milliers de degrés. Et en chauffant les roches, on va émettre une lumière. Cette lumière va dépendre de la composition de la roche. Et les différents analyseurs qui vont analyser cette lumière qui va être créée par le laser, toujours dans SuperCam, vont permettre de déterminer la nature de ce qui se trouve à l'intérieur de cette roche au niveau minéralogique. Et une des possibilités de SuperCam qui est nouveau par rapport à ChemCam, c'est qu'on a une spectroscopie Raman qui va nous permettre de regarder la composition en molécules organiques à l'intérieur des minéraux. Oui, alors c'est une grande question parce que finalement c'est ce qui détermine les missions, l'ordre des instruments, des différents rovers qu'on va envoyer à la surface de Mars, etc. Et il faut vraiment comprendre qu'on est dans un processus évolutif et que chaque mission apporte quelque chose par rapport à la précédente. Donc c'est pour ça qu'on envoie Mars et un programme martien et un programme spatial martien qui se tient dans le temps. Et chaque mission va permettre de répondre à une question. Et la réponse à cette question va permettre de déterminer la mission suivante qui va être envoyée avec les instruments qui vont répondre aux questions qui seront posées par rapport à la mission précédente. Donc on a vraiment une succession de missions, une succession de questions scientifiques auxquelles on va vouloir répondre. La question pour les premiers rovers martiens, c'était l'eau sur Mars. Donc avec Spirit et Opportunity, on a pu voir que Mars, dans le passé, contenait des quantités d'eau qui étaient finalement beaucoup plus importantes que ce qu'on aurait pu penser en voyant la planète sèche aujourd'hui. La question principale de Curiosity, c'était de répondre à l'habitabilité martienne. Est-ce que, dans le passé, il y a 4 milliards d'années, Mars aurait pu abriter des conditions favorables à l'apparition de la vie ? Curiosity, finalement, a répondu à sa mission puisque on a pu déterminer avec les différents instruments que tous les ingrédients étaient présents dans le cratère Gale. Et puisque le cratère Gale a 4 milliards d'années, c'est-à-dire qu'on regardait Mars il y a 4 milliards d'années en analysant les roches de ce cratère. Les questions suivantes avec ExoMars et avec Mars 2020, donc Persévérance, ça sera de regarder si des molécules organiques ont pu évoluer de manière suffisamment complexe pour qu'on puisse déterminer leur origine chimique ou biologique. Donc on se rapproche de plus en plus de la recherche de traces de vie. ExoMars a pour mission, un des objectifs d'ExoMars, c'est d'aller rechercher des biosignatures. Donc pour la première fois, on parle de traces de vie cette fois. On ne parle plus uniquement d'habitabilité ou d'eau. On est sur la recherche de traces de vie.
Et Mars 2020 et Perseverance va avoir également la capacité de prendre des échantillons, de les mettre dans des petits tubes qui va garder à la surface de Mars. Et des missions suivantes vont revenir chercher ces petits tubes et les rapporter sur Terre pour qu'on puisse enfin, pour la première fois, avoir un retour d'échantillons martiens. Ça sera vers la fin des années 2030 qu'on aura sur Terre le retour d'échantillons de Mars et qu'on pourra analyser dans nos laboratoires avec les techniques de pointe de ces échantillons. Parce qu'il faut rappeler que quand on envoie des instruments pour faire des analyses in situ à la surface d'une planète, les instruments sont dégradés par rapport aux instruments de laboratoire parce qu'il faut répondre à des contraintes d'énergie, à des contraintes vibrationnelles de l'instrument, à des contraintes de température, etc., qui font que ce n'est pas l'instrument optimal qu'on envoie. C'est un instrument qui a des capacités dégradées par rapport aux instruments de laboratoire. Et également, le temps de fabrication et d'envoi et d'analyse des missions est extrêmement long. C'est plusieurs années, voire plusieurs dizaines d'années pour certaines missions. C'est-à-dire que quand on fabrique un instrument, le temps qu'il arrive sur Mars et qu'il fasse ses analyses, il est déjà obsolète. Donc Dragonfly, c'est une mission qui a été sélectionnée l'année dernière par la NASA dans le cadre des programmes à moyen budget de la NASA. Moyen budget de la NASA, c'est-à-dire presque 1 milliard de dollars. Donc on est sur du moyen budget NASA. Et donc Dragonfly a été sélectionné dans ce cadre et décollera en 2026 pour atterrir sur Titan en 2034. Et fonctionnera pendant une durée nominale de 2 ans et demi. Sachant que cette durée est très peu contrainte et il y a des chances qu'on prolonge cette mission, comme on a prolongé Curiosity, comme on a prolongé de nombreuses missions. Et finalement, le prolongement dépend plus des financements que des capacités techniques de l'instrument, qui sont fabriqués en inverse de l'obsolescence programmée. On les fabrique pour tenir un certain nombre d'années, mais dans l'idée et dans la fabrication, on veut qu'ils tiennent encore plus longtemps pour pouvoir permettre ces prolongements. Et donc Dragonfly va aller explorer Titan en surface, et il s'agit d'un drone. Pour la première fois, on va aller voler sur un satellite de notre système solaire, donc un satellite de Saturne, et un double quadcopter, c'est-à-dire qu'il a 8 hélices en 2 x 4 paquets, et il va pouvoir se déplacer de plusieurs dizaines de kilomètres en un vol et explorer des zones extrêmement diverses à la surface de Titan. Titan, c'est un satellite de Saturne qui est extrêmement intéressant parce qu'il possède une atmosphère très dense, plus dense que celle de la Terre. Et dans cette atmosphère, on a une composition qui est similaire à celle de la Terre primitive, avec une majorité d'azote, de diazote, N2, et quelques pourcents de méthane. Donc, cette atmosphère va permettre aux atomes d'azote et aux atomes de carbone de réagir entre eux et de former des molécules complexes dans l'atmosphère qui vont ensuite sédimenter en surface et éventuellement se complexifier encore plus. On ne connaît pas le degré de complexité de ces molécules organiques à la surface de Titan. On sait qu'il y a une chimie qui se produit à une échelle planétaire. Et donc, Dragonfly va aller analyser le sol de Titan à la recherche de molécules qui sont suffisamment complexes pour qu'on puisse, encore une fois, différencier leur origine vivante ou leur origine chimique. Et une des priorités de la NASA en ces temps-ci sont les mondes océans ou les satellites glacés, donc c'est-à-dire des satellites de planètes géantes qui vont avoir un océan interne. Et interne parce que cet océan n'est pas en surface du satellite, mais se retrouve sous une couche de glace puisqu'on est plus loin dans le système solaire. Et Europe, par exemple, a une couche de glace d'une dizaine de kilomètres d'épaisseur, et sous cette couche de glace aurait
Je dis aurait parce qu'on n'est pas sûr à 100%, même si on a des indices par différentes missions qui ont été dans ces zones du système solaire. Donc aurait un océan d'eau liquide global à l'intérieur de la couche de glace. Et qui dit océan d'eau liquide dit donc conditions favorables à l'apparition de la vie. Et donc, contrairement à Mars où on va rechercher des traces d'une vie passée, sur Titan, sur Europe, sur Encelade, on va aller rechercher des traces de vie présente. Et les instruments pour détecter des traces de vie passée et des traces de vie présente ne sont pas les mêmes. Les contraintes sont différentes sur les instruments. Et donc, on développe, à partir d'un héritage certain de Mars, on développe des nouveaux instruments pour aller explorer les molécules marqueurs de vie à la surface ou en sous-surface de Titan, d'Europe et d'Encelade.